Le pivert se déchaîne. Walter Lantz et les studios Universal. Walter Lantz était de New York. Il a développé un réel talent comme animateur de dessin en travaillant pour les studios Bray. Puis ses rêves et son ambition l'ont emmené à Los Angeles. Je crois que Walter voulait élargir ses horizons. À l'époque, il avait déjà une petite réputation à son actif avec quelques productions. Il avait son nom sur les affiches de films. Il prenait de l'ampleur. Il côtoyait des personnalités de renom comme Carl Laemmle ou Frank Capra. Il était invité à leur table de poker. Peut-être que c'était leur serveur, mais il était avec eux. C'était un homme bien. Il l'appréciait beaucoup. Une opportunité s'est ouverte à Universal pour produire et réaliser le dessin animé Oswald le lapin chanceux. Monsieur Laemmle avait remarqué que cet homme à sa table de poker était un producteur de dessins animés accompli à New York. Il lui a proposé de diriger un service, pas un studio indépendant, mais bien au sein d'Universal. Le créateur Walter Lantz à pied d'œuvre avec un dessin du lapin Oswald et des autres personnages ici même dans son service. Dans l'inconscient collectif, tous les dessins animés étaient des productions Disney, ce qui bien sûr était faux. Universal a été le premier des grands studios à disposer d'un service dédié aux dessins animés. Dans cette scène, Oswald et son équipe sont menés 75-0. Il était stipulé dans son contrat que Walter devait livrer un certain nombre d'épisodes par saison. Universal lui avançait les fonds, ce qui lui permettait de produire les cartoons. Des piles entières de celluloïdes doivent être photographiées un par cette machine complexe révolutionnaire. Il a trouvé le bon filon à la fin des années 30 avec le personnage d'Andy Panda. Il a ouvert une nouvelle voie lorsqu'il a décidé de créer un animal bizarre que personne n'aurait imaginé. Entre 1935 et 1940, le studio a connu une période de trouble, tout simplement parce que les films généraient de moins en moins d'argent. Walter pouvait rester chez Universal à la condition qu'il leur propose des cartoons qu'il pourrait distribuer. En revanche, il n'avait pas l'intention de lui allouer plus d'argent. En soi, pour le studio, c'était un moyen d'économiser de l'argent. Après tout, ils étaient en crise. Walter était donc au pied du mur. Comment pourrait-il continuer de créer des cartoons si sa principale source d'argent était gelée? Il n'a pas eu d'autre choix que de faire des concessions. Il a hypothéqué sa maison, il a collecté 40 000 $. Il entretenait malgré tout de bonnes relations avec son personnel. Pas de salaire, mais il n'avait nulle part où aller, donc autant travailler. Les équipes qui travaillaient avec lui ont adoré son idée de ne capturer qu'un seul personnage. Il est essentiel d'avoir sa star. La Paramount avait Betty Boop et Popeye, Disney avait Mickey Mouse et Donald Duck. Il était primordial de trouver ce personnage qui identifierait le studio auprès du public. Laverne Harding a fini par dire « faisons un film ». Alors c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont vendu à Universal, Universal l'a exploité, et c'est comme ça que le studio a remonté la pente. Cette année-là, c'était aussi la première apparition de Bugs Bunny et de Tom et Jerry. Le cinéma d'animation était en pleine évolution. Et encore une fois, Walter a saisi sa chance. En 1940, Walter est devenu producteur indépendant. Il avait déjà sorti 3 cartoons avant Toc Toc, celui où le monde a découvert Woody Woodpecker pour la première fois. À partir de 1940, on voit émerger un nouveau style, plus audacieux, plus cartoon new-yorkais, plus représentatif de l'Amérique, avec des personnages qui ne se laissent plus faire. En introduisant ce personnage dans un cartoon de Andy Panda, cet oiseau aussi malin que délirant, totalement de gauche, et à l'opposé de l'archétype Disney, le public s'est tout de suite intéressé à lui. Walter Lantz a su prendre la balle au bon au moment idéal. Maintenant qu'il avait dégoté Woody Woodpecker, il tenait le personnage qui rapporterait gros à Universal.